Le sujet, c'est la nouvelle physique de la conscience vers un réveil de l'humain. Un peu différent du sujet d'hier. J'ai fait une conférence hier à Lutry qui était centrée sur la physique de l'âme humaine. Donc évidemment, il y aura une certaine ressemblance, mais on va démarrer différemment et finir différemment. Quels sont ceux qui sont venus à Lutry hier? Bon. Je suis pas obligé de faire quelque chose de totalement complémentaire, alors. Oui, donc j'ai une chose intéressante à vous raconter pour vous mettre dans l'ambiance. Une anecdote, mais vous allez voir ça. Il y a quelques jours, en fait lundi dernier, j'ai reçu un message, un SMS. J'ai reçu un SMS de Synapse qui dit « L'univers a prévu une réponse à une question que vous allez vous poser. Cette réponse vous parviendra demain dans le chat. » Qui a déjà eu ça? Personne? Ah, bon, voilà un inscrit à Synapse. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et je reçois ça une fois tous les mois, on va dire en moyenne, mais là, j'avais pas reçu ce genre de message. Je suis inscrit à un site qui s'appelle Synapse, dont je suis co-auteur. Et donc, je n'avais pas reçu ce genre de message depuis bien 2 mois. J'avais quasiment oublié cette application. Et je reçois ça. Ah tiens, ça marche. Enfin bon. Tiens, l'application continue à fonctionner. Enfin bon, j'avais oublié son existence. Et je n'avais aucune question. Enfin, je voyais pas quelle question je pouvais avoir à poser. Donc, j'ai complètement oublié ce message. Et puis le lendemain, je réfléchis à comment je vais démarrer mes conférences du week-end, et je pense à citer le physicien Yakir Aharonos, que je vais donc citer. Mais il a dit des choses, Yakir Aharonos, qui sont quand même pas faciles à comprendre. Hein? Alors, avant de vous dire ce qu'il a dit, qui est pas facile à comprendre, je vous le présente. C'est un physicien de réputation internationale, très très respecté, complètement respecté. C'est probablement le physicien sur la planète qui a le plus travaillé dans le domaine de la mécanique quantique sur la notion de l'influence du futur sur le présent. Il a beaucoup de publications à ce sujet. J'ai des amis qui m'envoient de temps en temps des publications nouvelles qu'il a fait parce qu'ils savent que je m'intéresse à la rétrocausalité, donc à l'influence du futur sur le présent. Et ce physicien, il a 92 ou 93 ans aujourd'hui. Ça fait déjà un moment qu'il est à la retraite, mais il continue d'enseigner à l'université, enfin bon, je sais plus laquelle, en Israël. Et c'est vraiment lui, il a déclaré avoir résolu le problème fondamental de la mécanique quantique. Hein. C'est un problème en lien avec ce que je vais vous parler tout à l'heure, le problème de l'observateur, etc. Vous savez que depuis un siècle, on a transformé la mécanique quantique en magie. Hein. C'est-à-dire que on a vulgarisé de façon excessivement triviale ou naïve la mécanique quantique, et maintenant même le mouvement, le nouvel âge s'en est emparé. Je sais pas si vous avez vu des films comme Le Secret, des choses comme ça, où on dit souvent, voilà, c'est la conscience crée la réalité. Hein. Bon, donc ça c'est un abus, hein, bien entendu. Non, enfin, disons que c'est pas aussi simple. Et donc, parce qu'il y a un problème en physique qui s'appelle le problème de la mesure, et les physiciens ne sont pas d'accord entre eux sur la question de savoir quelle est l'influence de l'observateur dans la mesure, et pire encore, est-ce que la conscience peut agir sur une mesure quantique? Bon. Et en plus de ça,
on est sur du quantique et il y a un abus qui consiste à vouloir généraliser ce genre de résultats à l'échelle macroscopique, à notre échelle humaine. Ce qu'on va faire, mais de manière tout à fait justifiée. Et donc, ce physicien, et il a résolu ce problème de la mécanique quantique en disant que l'état du présent, hein, ce qui arrive dans le présent, les événements qui arrivent dans le présent, sont décrits par l'interaction. Alors, il parle des événements quantiques, hein, donc, mais on verra que on peut effectivement généraliser, et décrit par l'interaction entre une fonction d'onde venant du passé et une autre fonction d'onde venant du futur. Alors, oubliez fonction d'onde, dites-vous que c'est l'équivalent de champ des possibles. Donc, ce qui arrive dans le présent serait, selon lui, le résultat de l'interaction entre un champ des possibles venant du futur et, en fait, un champ des possibles venant du passé. Ah. Et comme personne ne comprend ce que ça veut vraiment dire, parce qu'on n'est pas, vous n'êtes pas, et moi non plus d'ailleurs, dans les équations, il a expliqué, il l'a vulgarisé en disant le fait que des choses auraient pu se produire mais ne se sont pas produites a une importance dans notre univers. Même les possibilités restées dans l'ombre sont importantes. Donc, je répète, le fait que des choses auraient pu se produire mais ne se sont pas produites a une importance dans notre univers. Alors moi, je voyais à peu près ce que ça voulait dire. Même moi, je me disais, oh là là, c'est poétique, mais est-ce qu'on y comprend quelque chose? Vous y comprenez quelque chose? Un peu, hein, pas super. Voilà, il y en a qui comprennent rien. Alors, mais je me suis dit, oui, mais il faut quand même que je parle de ça, parce que là, on a quand même un très grand physicien sur la planète, respecté par tous, et qui nous parle de l'influence du futur sur le présent. J'apporte pas mes conférences par ce biais, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de l'aborder ainsi. Vous avez une caution, quand même, de réputation internationale. Et alors, je me suis dit, bon, ben oui, mais si je veux parler de ça, il faut que je trouve pour le public le moyen de bien le vulgariser. Il faut que je trouve un exemple. Comment je pourrais expliquer ça? Alors, j'ai demandé à une IA, hein, j'en ai demandé à 4 IA, d'ailleurs. J'ai demandé à Grok, à ChatGPT, à Perplexity et à DeepSeek. Et ils ont été à peu près tous d'accord pour dire que ça soulignait l'importance des potentialités et des chemins non réalisés dans le monde quantique. C'est-à-dire, ça souligne l'importance des différentes possibilités décrites par ce qu'on appelle le multivers quantique. D'où ça vient? Ça vient du fait que comme la mécanique au niveau quantique, elle n'est pas déterministe, le futur est potentiellement multiple. Le hasard gouverne apparemment l'arrivée du futur. Alors ça, c'est quand on croit pas que le futur existe déjà qu'on dit c'est le hasard. Hein? Parce que quand on pense que le futur n'existe pas, et qu'il y a de multiples possibilités, comme la physique ne peut pas les décrire, comme la physique ne les décrit pas, elle décrit une fonction d'onde, elle décrit des potentialités, ben, il faut tirer au sort. Donc, c'est le hasard. Comme vous le savez, parce que je crois que la majorité d'entre vous ne croit pas au hasard, sinon vous ne viendriez pas me voir, est-ce que je me trompe? La seule manière de résoudre le problème, c'est de pas faire appel au hasard, mais de faire appel au futur. Et moi, ce que je dis souvent, ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur. C'est-à-dire, c'est à peu près ce que dit Aharonov. Et mais avant de vous l'expliquer comme ça, je voulais prendre pour coller le plus possible à ce que disait Aharonov, je voulais prendre l'exemple le plus pédagogique,
le plus simple possible, c'est-à-dire de la manière la plus simple, c'est de limiter le futur à 2 possibilités. Et ça pouvait rejoindre la théorie que j'explique habituellement, la théorie de l'influence du futur sur le présent tel que je la présente habituellement, qui consiste à dire, voilà, nous avions un ancien futur qui était programmé, et quelque chose s'est produit dans le futur, en lien avec la conscience, et ça a augmenté la probabilité d'un nouveau futur. Et donc, ces 2 possibilités, ancien futur et nouveau futur, sont devenues concurrentielles. Et donc voilà, donc j'avais dans l'idée d'expliquer ce genre de choses, mais j'avais un peu peur de pas être clair, parce qu'en plus la précédente conférence que j'avais fait à Lausanne il y a quelques mois, j'avais été épouvantablement pas clair. Parce que je voulais expliquer quelque chose qui concernait l'intelligence artificielle, donc ça m'a plongé dans le mental, et du coup j'ai perdu presque la totalité du public. Mais il y en a quand même qui ont compris, les gens, soi-disant, ils ressentent. Bon. Et donc je pose cette question, je pose cette question à ma compagne. Je lui dis, à ton avis, comment je pourrais expliquer ça? Je lui cite la phrase, je lui dis, le fait que des choses auraient pu se produire mais ne se sont pas produites a une importance dans notre univers. Je lui ai dit, comment je peux vulgariser ça? Et elle m'a dit que la réponse à ma question se trouvait dans Synapse. Parce que quand j'ai reçu ce message, elle était au courant que j'avais reçu ce message. Et donc, la réponse à ma question, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et donc, je suis allé voir sur le site de Synapse dans le chat. Vous pouvez tous vous y inscrire, au passage. Et le chat envoie, en réponse à cette question qu'on va se poser dans le futur, le chat envoie une image accompagnée d'une légende. L'image, elle est choisie parmi 1000 images possibles. La légende, elle est choisie par 1000 légendes possibles, ce qui fait 1 million de possibilités. D'accord? Et donc, c'est tiré au sort à l'aide d'un tirage quantique, c'est-à-dire on utilise des nombres aléatoires issus d'un serveur de l'université de Genève qui utilise des cartes électroniques pour fabriquer des nombres aléatoires quantiques. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre aléatoire quantique? C'est un nombre aléatoire qui n'est réellement déterminé qu'une fois qu'on l'a observé. Alors, je vais y venir. C'est important. Je vous dis déjà ce que m'a répondu le Synapse. Alors, l'image indiquait 2 horloges. Il y avait 2 horloges sur l'image. Rien que de voir l'image, j'ai été sidéré. Parce que j'avais imaginé 2 lignes de temps. La ligne de temps de l'ancien futur et la ligne de temps du nouveau futur. Je m'étais dit, au plus simple, il faut partir de là. Et j'ai une confirmation, je tombe sur deux montres, 2 vieilles montres, 2 horloges. Et la légende dit, il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant où l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. Citation de Milan Kundera. Et là, alors là, j'ai eu des frissons. Parce que l'instant où l'horizon de demain vient nous rendre visite, c'est l'instant, le moment précis où l'influence du futur, l'horizon de demain, vient s'exprimer dans le présent. Ça vous va? L'instant où l'horizon de demain vient nous rendre visite. L'instant où le futur vient faire apparaître une synchronicité. Le futur vient influencer le présent en faisant apparaître le passage du kéros
Le kéros, c'est le second temps des Grecs. Les Grecs avaient proposé, les anciens Grecs avaient proposé 3 temps. Et nous, on a dégénéré, on n'en a plus qu'un. Mais bon, voilà, les anciens Grecs avaient proposé le temps chronos, qui est le seul qu'on connaît, académiquement parlant. Ils avaient proposé le temps kéros, qui est le temps de l'opportunité, l'instant de l'opportunité, l'instant où il apparaît 2 voies possibles. Soit vous allez vers votre ancien futur, soit vous allez vers votre nouveau futur. Donc ça colle parfaitement. Et et les Grecs avaient proposé aussi l'aion, mais on y reviendra également plus tard. Et donc vous avez à la fois, et il n'est rien de plus beau que l'instant, que cet instant-là, parce que effectivement il n'est rien de plus beau que l'état de grâce engendré par une synchronicité, lorsque cette synchronicité est vraiment bluffante, parce que vous avez l'impression que l'univers vient vous parler, que vous avez l'impression que un ange est passé et est venu vous fournir la solution, la réponse à une question. Bon, ça m'est arrivé de manière encore plus bluffante de nombreuses fois dans ma vie, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit plusieurs livres, parce que je raconte ce genre de choses dans des livres. Et ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, à plus ou moins. Après, bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur les conditions requises pour faire apparaître ce genre de magie. Mais donc, voilà, c'est une introduction à cette magie de la vie qu'est la physique de la conscience. Pourquoi ? Parce que la physique de la conscience, c'est la physique qui remplace le hasard par la conscience. C'est-à-dire que depuis des siècles, depuis 3 siècles, on a construit une physique qui est rapidement devenue dogmatique en imposant le hasard, le déterminisme, la causalité, le hasard et la matérialité. D'accord ? Et le hasard intervient en physique à plein de titres en physique et en sciences en général. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Il y a au moins 5, 6, 7 hasards, types de hasards différents. Le hasard des mutations, le hasard quantique, le hasard des coïncidences, le hasard du réglage des constantes fondamentales de l'univers, le hasard. Enfin bon, il y a tout un tas de hasards qui veulent qui nous signifient qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Et ces hasards, quand ce ne sont pas des hasards qui sont issus de notre ignorance des causes, parce qu'il n'y a pas de cause, ce sont des hasards dont les physiciens eux-mêmes, et même les plus grands, sont obligés de dire c'est comme un dieu qui joue au dé. C'est Einstein qui lui-même disait, dans une conversation avec je sais plus si c'est Bohr, que donc il refusait ce que la mécanique quantique proposait parce qu'il considérait que le hasard invoqué était comme un dieu qui joue au dé, et l'autre lui répond: vous n'avez pas à demander à Dieu, à imposer à Dieu ce qu'il doit faire, ou quelque chose comme ça. Bon. Il n'y a rien de plus irrationnel en science que d'invoquer le hasard, puisque la science, elle est fondée sur le dogme du déterminisme, donc normalement elle devrait s'interdire d'utiliser le hasard et tout le temps rechercher une explication à ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est parce que la physique a toujours refusé d'introduire le moindre aspect spirituel, parce qu'elle s'est créée par opposition à la religion. La science s'est créée par opposition à la religion, et donc la science s'est toujours refusé d'introduire le moindre aspect téléologique, c'est-à-dire influence du futur, ou le moindre aspect connexion au divin, etc. Ça, les physiciens ne supportent pas. Enfin, ça change. Ça a changé. Dans les 10 dernières années, ça a beaucoup changé. Et donc, la physique de la conscience, c'est la physique qui cherche à
réintroduire la conscience de manière à ne plus avoir besoin de faire cet acte irrationnel qui consiste à invoquer le hasard systématiquement. En gros, finalement, lorsqu'on invoque le hasard, ça veut dire qu'on veut empêcher de parler ceux qui veulent invoquer d'autres types d'explications, genre explications divines, etc., petit ange, voilà. C'est-à-dire que les scientifiques cherchent à discipliner, à vous discipliner, c'est pas votre affaire que de savoir comment fonctionne la réalité. C'est à nous. Ah ben oui, mais vous dites que c'est le hasard. Donc c'est à nous. Non. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je plaisante à moitié. Et donc, voilà, maintenant je reviens sur, pour ne pas vous perdre, je reviens sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, parce que je vais m'asseoir 2 secondes, parce que là j'ai fait aussi quand même, j'ai fait une autre intervention tout à l'heure, c'est un peu fatigant. Bon, et donc je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ça a dû vous paraître quand même assez curieux que une machine quantique puisse vous donner, parce que vous pouvez tous, chacun d'entre vous peut utiliser l'outil Synapse et faire l'expérience de cette magie. Je l'ai développé pour ça. Et donc, vous devez vous poser la question, mais comment ça marche? Comment c'est possible que le hasard puisse transporter une information qui m'arrive directement et de manière absolument bluffante, inexplicable, etc. Comment c'est possible? Alors pour l'expliquer, c'est un long processus, hein, parce que ça fait intervenir les compétences de plusieurs physiciens, grands physiciens de la planète. Et là, je vais en introduire un autre qui s'appelle Hervé Zwirn, qui est un physicien qui travaille au laboratoire de Normal Sup et qui est polytechnicien et qui fait autorité dans sa spécialité qui est à nouveau la mécanique quantique. Et ce physicien a une théorie qui est à ce jour la plus simple et la plus cohérente pour résoudre le fameux problème de la mesure en mécanique quantique, le problème sur lequel travaillait Aharonov, dont je vous ai fait les citations. Et que dit Hervé Zwirn? Hervé Zwirn propose une théorie qu'il appelle le solipsisme convivial, qui est très mal nommé, mais ça n'a pas d'importance. Et il nous dit que, en fait, nous vivons dans une réalité qui est une co-création, une création collective. Une création collective par le biais de nos cerveaux. Alors, parfois, il fait intervenir la conscience directement. En fait, c'est quelqu'un qui est ouvert à l'intervention de la conscience en physique. Mais comme il fait vraiment partie du gratin des physiciens normal sup, les gens de normal sup, c'est des matérialistes, hein. Donc, il préfère parler du cerveau que de parler de la conscience. Et d'ailleurs, il a tout à fait raison. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le fameux problème de la mécanique quantique que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'observateur a l'air de jouer sur le résultat d'une expérience, il le confirme et il va même beaucoup plus loin. Alors, je vous explique, mais je vais d'abord vous parler de la mécanique quantique et de ses 3 grands mystères. En mécanique quantique, il y a 3 grands mystères qui sont l'intrication quantique, le fait que des événements ou des objets ou des particules puissent être séparés par des distances sans limite, des milliards d'années-lumière, et continuer d'être corrélés entre elles lorsqu'on fait une observation sur l'une d'elles. C'est-à-dire que voilà. Imaginez qu'un jour, un système composé d'informations quantiques s'est scindé en 2. Quand je dis système, ça peut être ensemble de particules, ensemble de trajectoires, tout ce genre de choses.
Il s'est scindé en deux et puis peut-être des jours, des mois, des années après, il se retrouve à des distances folles. Eh bien, si un observateur fait une mesure sur l'un des systèmes, eh bien, l'autre système est instantanément reconfiguré. C'est-à-dire que il y a comme un signal qui voyagerait entre les deux, mais il faudrait que pour cela il dépasse la vitesse de la lumière. Ce n'est pas le cas, et donc les physiciens en déduisent que notre espace est non local. En tout cas, notre espace, lorsqu'il y a de l'information quantique dedans, il est non local. C'est-à-dire que des objets, pourvu qu'ils soient quantiques, peuvent avoir beau être séparés par des distances infernales, tout se passe comme s'ils restaient ensemble. Ça va, ça? Vous pouvez pas faire d'autre que d'être impressionné. C'est quelque chose qui est à accepter. Et je vous expliquerai pourquoi. Après, c'est tout à fait logique, en fait. Parce que l'espace n'existe pas. Voilà. Deuxième chose, en lien avec l'intrication, c'est cette fameuse superposition d'états. La quantique nous dit que il existe dans l'univers des particules ou des événements qui sont superposés. C'est-à-dire que ils sont dans tous les états à la fois. Ils passent par tous les trous à la fois. C'est l'expérience des fentes de Jung. Vous êtes tous censés connaître ça. Parce que si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes curieux, et si vous êtes curieux, vous avez déjà entendu parler de cette expérience de fente de Jung. Je me trompe? Bon. Donc voilà. Le problème, c'est un physicien, normalement, quand il veut se faire comprendre, il est obligé de tout réexpliquer. Bon, mais ça, je suis obligé de le considérer comme connu. Troisième chose que normalement vous devriez connaître, parce que le New Age en a fait ses choux gras, c'est le fameux problème de l'observateur. C'est-à-dire que lorsque on observe un système, il apparaît une seule version possible de la réalité, et lorsqu'on n'observe pas, il y a toutes les versions simultanées, et ça crée deux choses différentes. Dans un cas, des interférences sur un écran, et qui signifie que le photon est passé par les deux trous à la fois, et dans l'autre cas, non, on est sûr qu'il est passé dans un seul trou. Et tout ça, ça dépend de l'observation. C'est-à-dire qu'en fait, le réel est quantique, mais le fait de l'observer le transforme en une réalité qui est classique, qui est ordinaire. C'est-à-dire que, et donc je vous propose de différencier le réel et la réalité. Le réel, c'est ce qui est objectif, sous-jacent, et la réalité, c'est ce qu'on perçoit. Et le fait de percevoir transforme le réel en réalité unique, le réel multiple en réalité unique. Et donc, Hervé Zwirn, tout le monde accepte son raisonnement, mais finalement, tout le monde cherche à minimiser les conséquences de son raisonnement, parce que ça a des conséquences qui sont totalement contre-intuitives. Je vous les explique. Revenons à mes images et à mes légendes, parce que j'utilise ça en atelier, durant mes ateliers. C'est-à-dire que j'utilise des tirages quantiques d'images et de légendes que je mets dans des enveloppes et que je fournis à des participants, que je mets dans des enveloppes, on va dire de manière automatique. Je sais même pas ce qu'il y a dans les enveloppes. Que dit Hervé Zwirn? Il dit que le moment où la mesure quantique elle a lieu, c'est-à-dire que le moment où la réalité multiple, donc tous les états possibles que peuvent prendre les nombres aléatoires, se transforment en un seul état, c'est pas dans le logiciel de l'ordinateur qui vient lire, qui vient faire le tirage quantique. Parce que là, il n'y a pas d'observateur. Et il dit pas seulement ça. Donc comprenez, le logiciel, il fait appel au serveur de Genève,
il récupère des nombres qui passent par des fibres ou par la 5G, n'importe quoi. Il transmet ça sous forme de numérique et ça va chercher sur le disque dur des images et des légendes. Et Hervé Zwern dit non, c'est pas encore à ce moment-là que la réalité apparaît. On est encore dans le réel multiple. Il dit c'est pas encore lorsque la feuille est imprimée. D'accord? C'est-à-dire que, et là, il s'en est suivi une dispute avec un autre physicien que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous conseille de regarder ça. Vous tapez « c'est écrit sur une feuille de papier avec mon nom », vous allez trouver ça, je vous le conseille. Donc Hervé Zwern dit que même si c'est écrit sur une feuille de papier, c'est pas encore dans la réalité, on est encore dans le réel. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'imprime des feuilles de papier qui ont 1 million de possibilités, je les mets dans des enveloppes sans les regarder, et je les distribue aux participants, et je dis à chaque participant, dans cette enveloppe, il y a 1 million de feuilles de papier. Tu en choisis une. Bon, il pense que je me fous de lui, bien sûr. Parce qu'il n'y a qu'une seule feuille de papier. Non, il y a réellement 1 million de feuilles de papier dans l'enveloppe. Bien sûr, il n'y a pas 1 million de feuilles de papier physiquement dans l'enveloppe, il n'y en a qu'une seule. Mais il y a il subsiste 1 million de possibilités d'écriture ou de dessin sur cette feuille de papier. Et ce n'est que lorsque vous ouvrez l'enveloppe et que vous décrivez vous découvrez ce qu'il y a dessus, que là, vous vous apercevez que il y en a qu'une, évidemment, et que là, en plus, et là, c'est moi qui le dis, c'est pas Hervé Zwern, que là, vous vous apercevez que c'est en corrélation avec votre état de conscience. Pas systématiquement. Il y a un travail préparatoire de mise en condition. Est-ce que ça vous choque? Combien sont choqués? Non, si, vous devriez être choqués. Shocking. Est-ce que vous êtes prêt à changer votre conception de la réalité en fonction de cette affaire? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Ah oui, quand même. Bon. Parce que si vous racontez ça à d'autres amis qui sont pas venus voir ma conférence, ils vont tout de suite vous dire, mais Guillemot, il est complètement barré. Hein. Et ça, vous le savez, vous vous en doutez. Bon. Eh bien, je viens vous apprendre que non, c'est pas moi, je suis pas complètement barré. Enfin, si, vous pouvez le penser. Mais non, je vous affirme que c'est réel parce que je l'ai vérifié. Donc, ça part d'une théorie qui est la théorie la plus solide, finalement, sauf que elle n'est pas soutenue parce que le changement de conception de la réalité est tel que les physiciens veulent pas s'engager sur ce terrain-là. Mais pourtant, ils le doivent. C'est le chemin vers la spiritualité. Alors, et donc, on n'est pas obligé d'utiliser une feuille de papier. Comme je vous l'ai dit, j'ai développé un outil Synapse pour que chacun d'entre vous puisse gratuitement, sans être obligé, sans aller venir faire un stage, découvrir ce phénomène en vous inscrivant sur Synapse, hein, c'est 6naps.net. 6naps.net. Il y a 3 types d'expériences dedans. C'est un logiciel, c'est gratuit. C'est juste pour vous, je cherche pas à en faire la pub. Il n'y a pas de business là-dessous. C'est complètement gratuit. Et ça fournit d'autres services comme de la mise en lien locale, ça parle aussi de la monnaie libre, etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, c'est pas le sujet. Et donc là, vous voyez que, alors, vous aimeriez savoir comment est-ce qu'on fait pour que la conscience ait une telle action sur la réalité. Et là, je regarde à mes notes parce que des fois, j'oublie des choses. Hein. J'oublie de dire des choses, donc là, je regarde. La question est de savoir comment, finalement, la conscience pourrait agir sur l'espace-temps. Et là, je vais faire appel à un grand philosophe
contemporain, qui s'appelle Bernardo Kastrup. Bernardo Kastrup, c'est un ancien ingénieur qui a travaillé au CERN, mais qui a plein d'autres à son actif, et qui a écrit plein de livres pour expliquer justement cette différence entre le réel et la réalité. Et notamment, il nous explique que la science fait une erreur en considérant par exemple que la conscience est le produit du cerveau, parce que il démontre réellement, hein, il démontre à l'intérieur d'une démarche qu'il appelle l'idéalisme analytique, que c'est une erreur grossière, c'est une erreur de logique, que de déduire des corrélations entre le cerveau et la conscience, le fait que la conscience serait créée par le cerveau. Voilà. Comme c'est une idée qui n'est pas encore tout à fait dans l'air, son raisonnement, il écrit tout un bouquin là-dessus, et je vais avoir du mal à vous le résumer en une phrase. Mais je vais quand même essayer, en disant que quand on pense que la conscience est produite par le cerveau, on fait une erreur qui est du type de la confusion entre la carte et le territoire. Voilà, c'est pas la seule confusion qu'on fait. On croit aussi que la carte est capable d'engendrer la conscience. Donc voilà, si vous voulez, je vous invite à lire son dernier livre qui s'appelle L'idéalisme analytique. En quelques mots, il est très facile à lire et il est très instructif. Voilà. Donc, et c'est pourquoi je le cite, lui, parce que avant je citais le fameux problème difficile de la conscience de David Chalmers, c'est-à-dire que je rappelais à tout le monde que jamais aucun scientifique, aucun neuroscientifique n'a jamais expliqué comment la conscience pouvait émerger de l'activité cérébrale. Il y a plusieurs théories à ce sujet. Ces théories sont intéressantes. Elles nous apprennent des choses. Elles nous apprennent plein de choses sur la corrélation entre le cerveau et la conscience. Mais elles ne nous apprennent absolument rien, mais absolument zéro, sur le mécanisme qui engendrerait la conscience à partir du cerveau. C'est le fameux problème difficile. Par exemple, comment la longueur d'onde électromagnétique du rouge, qui fait, je sais pas, 0,6 nanomètres, un truc comme ça, ou micromètres, se transforme en perception du rouge. C'est ça qui n'est pas compris. Et même comment le monde extérieur se transforme et ça j'y reviendrai, en image. Comment le monde extérieur se transforme en réalité d'espace-temps et de matière, ce n'est pas compris. Comment, voilà, et parce qu'en plus ce réel, il est quantique. Bon, mais il y a un autre physicien qui a cette fois-ci un prix Nobel, récemment nobelisé pour ses travaux sur les trous noirs, qui est considéré par beaucoup de physiciens français comme le plus grand physicien toujours vivant de la planète, c'est Roger Penrose, qui a écrit plusieurs livres, d'ailleurs, que je vous conseille. Roger Penrose est le père d'une théorie dite de la conscience quantique. C'est-à-dire qu'il relie la conscience à l'information quantique. Et à quel niveau est-ce qu'on trouve de l'information quantique? C'est quand on zoome dans l'infiniment petit, on en revient toujours au tout petit. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher dans le tout petit pour découvrir que la vraie réalité fondamentale ne correspond pas, le réel fondamental ne correspond pas à la réalité apparente? C'est parce que quand vous arrivez dans le tout petit, eh bien, le tout petit reçoit beaucoup moins d'interactions du monde extérieur que quand vous êtes grand. Quand vous êtes un objet de taille importante, vous recevez des milliards de photons par seconde. Je sais pas exactement quel nombre, mais c'est de cet ordre-là. Si vous êtes tout petit, vous pouvez n'en recevoir aucun. Et c'est le fait de pas être relié électromagnétiquement à notre réalité qui fait que vous pouvez échapper à la réalité. Et là, vous découvrez la vraie nature, la vraie ontologie du réel qui est multiple. C'est-à-dire que le monde réel serait multiple.
Je vais y revenir là-dessus. Quantique. Voilà, plutôt que de dire le quantique c'est le magique, non, dites le quantique c'est le multiple. C'est pas exactement ça, mais c'est une meilleure vulgarisation. Roger Penrose essaye d'expliquer l'action de la conscience dans le corps humain en disant que la conscience réduit les états quantiques dans le cerveau. Bon, il a été contesté pour différentes raisons qui s'avèrent de moins en moins bonnes, et aujourd'hui, sa théorie est en train d'acquérir des lettres de noblesse grâce à sa collaboration avec un neuroscientifique qui s'appelle Stuart Amroth. Ils ont fait des expériences en utilisant des anesthésiants pour montrer que l'anesthésie est corrélée à avec la réduction des états quantiques. On a une autre raison d'associer la conscience au quantique qui est, alors cette fois-ci c'est mon apport, et depuis qu'on sait que notre futur est déjà réalisé. Je suis en train de vous perdre un peu. Non, j'espère que non. Depuis qu'on sait que le futur est déjà réalisé, on ne peut plus, et qu'on a le droit de différencier la conscience du cerveau, c'est-à-dire ils sont corrélés, mais ils peuvent être de nature différente. Si on veut modéliser la conscience, indépendamment du cerveau, mais en conservant cette corrélation, on doit modéliser la conscience en disant que la conscience du temps présent a forcément une certaine épaisseur de temps. Quand le temps présent, c'est la conscience du temps présent, c'est je suis en train de vous voir, je perçois vos mouvements, je perçois vos mimiques, je perçois vos gestes. Ceci n'est pas possible si je suis inconscient. Ceci n'est pas possible si ma conscience a une épaisseur de temps de quelques dixièmes de seconde seulement. Si ma conscience a une épaisseur de temps de 1 seconde, je peux voir vos mouvements. Si ma conscience a une épaisseur de temps de 10 secondes, c'est-à-dire ce que je perçois dans l'instantané, ça dure 10 secondes, je vois plus vos mouvements. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de temps qui correspond d'ailleurs à l'activité cérébrale, parce que vous savez que les fréquences cérébrales varient entre 0 quelque chose Hertz et 40 Hertz ou 80, en tenant compte de l'activité cérébrale aussi durant le sommeil. En tout cas, l'épaisseur de temps ordinaire de la conscience, ça dépasse pas en gros la seconde. Voilà. Et on peut à ce moment-là modéliser une vie entière en déplaçant une fenêtre de temps vers le futur déjà réalisé, même s'il change, hein, il est quand même déjà réalisé. Vous pouvez modéliser mathématiquement une vie entière en disant que la conscience, c'est une fenêtre de temps, une densité de temps qui se déplace vers le futur. Et la preuve, c'est que c'est ce qui permet de comprendre des phénomènes bizarres. Par exemple, si votre épaisseur de temps se réduit, alors du coup l'épaisseur de temps peut être variable, c'est-à-dire par exemple elle va être beaucoup plus grande quand vous faites de la méditation, et elle va être beaucoup plus faible lorsque vous traversez une ville en voiture que vous connaissez par cœur. Et est-ce que vous avez peut-être déjà vécu l'impression que quand vous êtes arrivé au boulot, vous étiez inconscient pendant votre trajet? Moi, ça m'est arrivé, je sais que ça arrive à beaucoup de gens, c'est parce que vous aviez tellement l'habitude de trajet que votre fenêtre de temps s'est fortement réduite. Et inversement, il y a des cas, surtout chez les sportifs, mais d'autres, hein, où par exemple la zone des sportifs, à force d'un entraînement intensif, il y a certains très très grands sportifs de très haut niveau qui sont capables, mais ils le maîtrisent pas. De temps en temps, il leur arrive de faire un geste magique et ils ont l'impression que le temps s'est arrêté, que ce qui arrive au ralenti. Björn Borg, par exemple, a décrit que à un moment donné, ça lui est arrivé que tout était
son geste, il avait pu le faire totalement au ralenti et qu'il avait pu choisir la trajectoire parfaite pour faire son geste. Et que ce soit chez les tennisman ou chez les joueurs de foot ou chez les grands sportifs, ou même lorsque vous êtes très aventurier et que vous faites une erreur et qu'à un moment donné vous êtes proche de la mort, vous risquez de tomber. Eh bien là, vous pouvez vous mettre dans un état particulier. Après, vous êtes posé la question, est-ce que je veux mourir ou est-ce que je veux rester vivant? Et si vous décidez de rester vivant, c'est un peu comme si on vous offrait un ralenti pour que vous puissiez faire exactement les gestes qu'il faut de manière à pas mourir. Ça arrive aussi lors d'expériences qui ressemblent à des expériences de mort imminente parce que ça provoque carrément une sortie de corps. Et là, pareil, pendant un accident, la personne a le temps de se mettre en protection idéale pour ne rien subir du tout durant l'accident. Et tout ça s'explique par l'épaisseur de temps de la conscience. C'est-à-dire que dans cette épaisseur de temps, ce n'est pas la mécanique n'a plus cours parce que le temps, l'épaisseur de temps est transformée en espace pour vos choix. C'est comme si vous aviez une cartographie spatiale des différentes possibilités. Et vous les voyez toutes. Et vous choisissez. Et une fois que vous choisissez, ben voilà, vous êtes sur la bonne voie. Et donc, vous avez la perception. Alors, la perception de ralenti n'est pas systématique, mais elle l'est assez souvent. Et là, vous avez cette sensation de geste parfait, de magie. Et ceci ne peut s'expliquer que si la conscience correspond à une certaine épaisseur de temps. Alors maintenant, pour que vous compreniez bien, parce que je suis vraiment attaché à ça, parce que, bon, mais ce sont des choses difficiles. Il y a pas beaucoup de physiciens qui s'aventurent à essayer d'expliquer la réalité, le réel, tout ça. Donc, bon. Maintenant, pour que vous compreniez bien, j'en reviens donc au physicien Zwirn qui vous explique que c'est l'observateur qui détermine la réalité. Alors ça se passe comment? Ça veut dire que le réel, lui, il est quantique. Mais c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que le réel, il est quantique, mais il y a une situation intermédiaire entre le réel quantique et l'apparition d'une réalité unique. Parce que le réel quantique, on va dire, c'est le tout possible, mais tout ce qui est possible n'est pas forcément réalisable, et tout ce qui est possible, enfin, disons que un morceau de réalité a besoin d'autres morceaux de réalité, et puis d'autres morceaux de réalité, de manière à ce qu'ils puissent s'associer pour entrer dans le réel. Donc tous ces morceaux de réalité, on appelle ça des archétypes, ont besoin de s'associer, on dit qu'ils sont intriqués, pour pouvoir fabriquer une nouvelle ligne de temps. Et ça se fait à travers ce qu'on appelle le mécanisme de décohérence en physique. Il n'y a pas beaucoup de physiciens qui s'aventurent à essayer d'expliquer le phénomène de décohérence. Bon, enfin, j'ose. Donc le phénomène de décohérence, il part d'états cohérents qui sont tous ces archétypes intriqués entre eux, le tout possible, et il fabrique différentes réalités indépendantes. Et certains physiciens disent que la décohérence suffit à expliquer le passage du quantique au classique, c'est-à-dire le passage de la réalité multiple du réel multiple à la réalité unique. On appelle ça classique. Réalité unique, c'est la réalité classique. Le réel quantique, c'est le réel multiple, mais il y a un processus qui s'appelle le processus de décohérence qui permet de transformer, dans un premier temps, le réel quantique en un réel classique, mais qui n'est pas encore unique. C'est-à-dire qu'il subsiste différentes possibilités. C'est ça la grande... c'est pas une découverte parce que c'était compris avant lui, mais disons que c'est vraiment sur
cette pensée-là que Zwirn s'est engouffré pour proposer sa théorie selon laquelle, même quand c'est écrit sur une feuille de papier, il faut attendre qu'il y ait un observateur. Avant ça, c'est multiple. Et donc, il y a ce fameux processus de décohérence. Ça veut dire que, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça vous explique que, et le processus de décohérence, il est fait par le cerveau. Hein, il est fait il est mécanique. Donc, lorsque le cerveau est intervenu, le réel est devenu unique. Avant que le cerveau intervienne, le réel est multiple. Ça veut dire que, puisque la conscience a une épaisseur de temps, la conscience a pris sur les différentes possibilités. C'est comme ça qu'elle peut faire des choix corrects pour vous éviter de mourir, pour voilà, tout ce genre de choses. Maintenant, donc, on a une conscience qui apparaît comme étant en avance dans le futur sur le cerveau, puisque le cerveau, avant le cerveau, le réel est unique, après le cerveau, dans le temps, le réel est multiple, et la conscience, elle est logée là. Même si vous voulez mettre, pour faire simple, disons que la conscience, c'est une fenêtre de temps qui est centrée sur le cerveau. Ça n'enlève pas le fait que la conscience peut voir dans le futur. La conscience peut être en avance sur le cerveau. Eh bien, il y a des expériences, il y a plein d'expériences. Je ne voulais pas vous parler de la prémonition, mais il y a plein d'expériences scientifiques qui montrent que c'est vrai. Ce sont les expériences de Libet, le neuroscientifique Benjamin Libet, qui ça date déjà d'il y a 10 ou 20 ans, a démontré en laboratoire que lorsqu'on fait un choix conscient, ce choix est en retard sur le cerveau. C'est-à-dire que vous mettez la personne qui a expérimenté, vous lui mettez des électrodes pour savoir quelle est son activité électrique cérébrale, vous l'enregistrez et puis vous lui dites, donc elle a devant elle un écran avec des images, n'importe quoi, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et à un moment donné, vous lui demandez de faire un choix, le A ou B ou je ne sais quoi, et vous lui demandez d'appuyer sur un bouton lorsqu'elle est consciente de faire son choix. Voilà, elle fait hop, elle a choisi, elle appuie immédiatement sur un bouton. Et vous vous apercevez que ce choix-là, donc la conscience du choix, est en retard d'une demi-seconde à voire des fois plusieurs secondes sur le cerveau. Ce qui a fait dire à plein de neuroscientifiques, bien sûr, qu'on ne pouvait pas avoir de libre arbitre, puisque le cerveau a fait le choix avant la conscience. C'est-à-dire que le choix a été fait inconsciemment et il est arrivé en retard à la conscience. Donc, on n'a pas de libre arbitre. S'ils ont conclu ça, c'est que c'est vrai parce qu'ils ont pris ce genre de précautions. Ils ont pris des précautions. Bien sûr, on pourrait toujours dire qu'il y a un retard entre la conscience Ils ont pris les précautions, c'était des expériences scientifiques, d'accord? Ils ont réellement démontré que la conscience était en retard sur le cerveau. D'accord? Et ils en ont conclu qu'il n'y avait pas de libre arbitre. Au point que Benjamin Libet, qui voulait démontrer le libre arbitre, il l'avait un peu dans l'os, on va dire. Mais en fait, il a dit non, mais le libre arbitre, il apparaît quand on annule une décision. Et il a réussi à démontrer que lorsqu'on annulait une décision, le processus s'inversait. Ce qui n'a pas satisfait tout le monde. On n'a pas envie d'avoir un libre arbitre qui ne s'exprime que lorsqu'on annule une décision, bien que ce soit pas complètement idiot. Je vous propose une interprétation complètement différente. Puisque la conscience est en avance, parce que ça, c'est une interprétation qui vaut dans l'ancien paradigme où on pensait que le temps était le créateur du futur à venir. Mais à partir du moment où on ne pense plus ça et que le futur est déjà là et que la conscience est en avance dans le futur, faites avancer le futur vers vous
Donc là, vous avez fait ou allez vers le futur. Vous verrez que qu'est-ce qui arrive en premier? Bon, allez, faites venir le futur vers vous. Vous avez le cerveau, et puis au-dessus la conscience. Vous faites descendre tout ça pour faire venir le futur vers vous. Vous voyez que la conscience est en retard sur le cerveau. C'est-à-dire que le fait que la conscience soit en avance dans le futur, ce qui lui permet un libre arbitre, a pour conséquence le fait que la conscience est en retard sur le cerveau. Et donc, c'est une démonstration du libre arbitre. Une démonstration absolument majestueuse. Voilà. Et donc, en même temps, c'est une démonstration que le cerveau ne peut pas produire la conscience. Comment voulez-vous que le cerveau produise l'information qui se trouve dans le futur immédiat? Mais comme vous êtes sceptique, je vais vous donner d'autres explications. C'est tout à fait logique. Je vous ai déjà dit, mais sans vraiment vous l'expliquer, parce que j'ai fait référence à Bernardo Kastrup, qui l'a littéralement démontré par la logique. Je vais vous donner un autre type d'explication qui vient pas de ma propre réflexion quand même essentiellement, là aussi, mais pas que. C'est le fait que, alors je vais la résumer de la manière suivante en vous disant que dans la réalité, pas le réel, dans la réalité, il y a trois choses. La réalité, elle est composée de trois choses. Elle est composée d'objets qui sont faits de matière. Chacun d'entre vous est un objet, la chaise, n'importe tout ce que vous voulez. Elle est composée, en apparence, d'un espace qui contient tous ces objets, et elle est composée des consciences qui perçoivent tous ces objets. Voilà. Eh bien, je vous dis que il y a un truc en trop là-dedans. Est-ce que c'est pas révélateur? Il y a un truc en trop. Parce que à partir du moment où vous avez la conscience de tous ces objets, ça veut dire que votre conscience fabrique un espace. Et que vous n'avez pas besoin de l'espace physique. L'espace physique n'existe pas. C'est aussi ce que dit Kastrup. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que l'espace soit réel. Vous avez besoin que l'espace soit une construction. Hein? Vous avez besoin que les objets existent, que ce soit les gens existent autour de vous, tout ça, ça existe. Mais vous n'avez pas besoin que l'espace existe puisque c'est votre conscience qui le reconstruit. Lorsque vous rêvez, il y a des objets dans vos rêves. Est-ce que vous avez besoin que l'espace de votre rêve existe? Non. Vous croyez qu'il est produit par votre cerveau? Même pas. C'est votre conscience. Votre conscience, c'est l'espace. Est-ce que vous saisissez le raisonnement? C'est important à méditer ça. C'est important parce que c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Tout comme je vous disais tout à l'heure, il est difficile d'accepter que ce qui est écrit sur la feuille de papier ne se révèle que lorsqu'on l'observe. Ça, c'est dur. Et ben, pareil. Il est difficile d'accepter que l'espace n'existe pas. Mais en réalité, l'espace n'existe pas. Et je vais vous donner une autre preuve de ça. C'est que les physiciens détruisent l'espace. Les physiciens essayent de s'attaquer au réel. Ils sont partis de l'apparence du réel, qui est la réalité. Donc la réalité est composée d'espace, de temps et de matière. Dans un premier temps, ils se sont aperçus que le temps n'existait pas, parce que il n'existe pas de présent. En physique, le présent n'a aucun sens. Vous avez beau faire tous les calculs que vous voulez, vous n'arriverez jamais à trouver qu'est-ce que c'est que le présent. Vous n'arriverez jamais à mettre d'accord des observateurs qui sont dans des repères qui vont soit très vite les uns par rapport aux autres, soit très éloignés les uns par rapport aux autres. Vous n'arriverez jamais à les mettre d'accord sur le présent. Même en disant que ah, mais je sais que pour avoir ta lumière, il faut que j'attende 8 minutes.
Donc, moi, mon présent à moi, il est là. Toi, ton présent à toi, il faut que je retarde de 8 minutes, etc. Faut que je tienne compte de... Ça marche pas. Ça ne marche pas. D'accord? Il n'y a pas moyen, par le calcul, de se mettre d'accord sur le présent. Parce que le présent n'existe pas. Pour la physique, hein. Le temps n'existe pas. Enfin, le temps, il existe en tant que quatrième dimension d'espace. Le temps est une dimension dans laquelle nous naviguons. Mais si vous préférez, il vaut mieux dire que vous êtes, comme l'espace n'existe pas, c'est pas bien de parler de navigation, comme l'espace n'existe pas, vous pouvez vous dire que vous êtes dans une réalité qui a l'air d'être virtuelle, et c'est comme si votre futur venait vers vous. C'est comme si votre cerveau ne faisait que lire une tête de lecture qui vous ramène à vous tout le futur. Et puis aujourd'hui, la tête de lecture, elle est arrivée là, et puis demain, elle aura avancé. Et c'est ça la réalité. Et ça ne doit pas vous inquiéter parce que ça n'empêche pas que la trajectoire de votre futur puisse changer, parce qu'il y a des aiguillages. D'accord? C'est pas c'est pas un simple disque vinyle. C'est un disque vinyle super performant. Il y a plein de piles et vous pouvez passer d'un disque à l'autre. Il y a des aiguillages. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, donc, je résume. Donc l'espace n'a pas besoin d'exister. D'ailleurs, il n'est pas créé par le cerveau, il est créé par la conscience. Les personnes qui vivent des sorties de corps, comme des expériences de mort imminente, le savent bien. Lorsque vous sortez de votre corps, il est normal de pouvoir sortir de son corps, puisque la conscience et le cerveau, c'est différent. Je vous expliquerai ce que c'est que la conscience, enfin, pas la totalité après. Donc, lorsque la conscience sort de son corps, la conscience, elle continue de percevoir, de voir, d'entendre et même de sentir. Il n'y a aucun des sens, il n'y a aucune des perceptions qui est supprimée. Le cerveau, il sert pas à grand chose. Le cerveau, il sert simplement à filtrer la réalité. D'accord? La réalité est la même en dehors du cerveau, mais elle apparaît quand même différente. Elle a une structure un peu plus vibratoire. On commence à ressentir la nature vibratoire de la réalité lorsqu'on est sorti de son corps. Et plein d'autres choses encore, bien sûr. Donc, où j'en suis là? Donc, j'en suis au fait que je vous ai expliqué très rationnellement que la conscience et le cerveau, c'est deux choses différentes. Que le cerveau, c'est une sorte de véhicule pour la conscience. Et maintenant, il nous reste à comprendre l'essentiel. C'est comment et pourquoi la conscience peut agir sur le réel. Parce que c'est une expérience. Alors, j'ai fait des expériences. Alors, la petite expérience qui est dans Synapse ou les expériences que je fais dans mes stages en fournissant aux gens des enveloppes avec des images et des légendes, on va dire que c'est pas scientifique. La démarche, elle est quand même rationnelle, mais c'est pas scientifique. Une expérience scientifique, c'est une expérience qui renouvelle ça de nombreuses fois en double aveugle, qui fait des statistiques parce qu'on doit tenir compte du fait que les gens peuvent projeter. Si on interroge les personnes en leur disant est-ce que cette image vous a parlé? Est-ce que cette légende vous a vraiment donné une information? Et ils vont dire oui, alors que parce qu'ils ont envie que ce soit vrai et ils vont projeter, etc. Donc il faut arriver, et ça existe, hein, on peut faire des expériences scientifiques pour éliminer ce biais. Je les ai faites. J'ai fait ces expériences sur le web. Il y a très longtemps, en 2014 et 2018, à l'époque, j'utilisais des proverbes et des citations. Et ensuite, j'ai utilisé des légendes, des images. J'ai fait tous les calculs, j'ai fait toutes les statistiques. À une des deux expériences, il y avait 800 personnes. Et j'ai calculé des probabilités que les résultats soient dus au hasard qui défient toute concurrence. Bon, mais je ne me suis convaincu que moi.
parce que je ne pouvais pas faire une publication scientifique. Ça m'aurait demandé, déjà ça m'avait demandé un gros travail, mais ça m'aurait demandé un travail encore plus important, mais un physicien n'a pas le droit de publier ce genre de choses de toute façon, et ça m'aurait sacrifié ma carrière, parce que là, on aurait dit, non mais Guillemot, il a pété un câble, il fait de la parapsychologie au lieu de faire son travail de physicien. Vous voyez le problème? Bon. Donc, officiellement, je n'ai rien démontré, mais en tout cas, je me suis prouvé à moi-même. Et j'ai eu les preuves déjà, avant de connaître le phénomène de synchronicité, j'ai vécu dans ma carrière la puissance de la foi et le fait que lorsque vous avez vraiment foi dans votre projet, vous arrivez à faire des miracles. J'ai vécu tout ce genre de choses. Et après, j'ai compris le phénomène de synchronicité et j'ai décidé d'apprendre à le déclencher. J'ai réussi à le déclencher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des stages pour permettre aux autres de le déclencher. Donc j'ai accumulé, si vous voulez, une expérience très 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 importante qui me permet de vous dire que je suis absolument certain à 100%, de pas être victime de la moindre projection lorsque je vous dis que la conscience peut avoir une action sur la réalité. D'accord? Bon, mais ça, vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Mon devoir est de vous donner les explications. Mon devoir est de vous donner les explications, alors je continue, parce que elles sont quand même pas évidentes. Donc, l'explication finale, si on peut dire, c'est bon, pour arriver à comprendre l'action de la conscience sur la réalité, donc déjà, on a compris que la conscience, elle s'identifie à l'espace. Or, qu'est-ce que c'est que l'espace? Ou est-ce qu'il y a de l'information dans l'espace qui pourrait correspondre à l'information de la conscience? Ben, dans un espace, il n'y a rien. Il n'y a pas d'objet. Ah, donc on est bien emmerdé. Eh ben non. Parce que, qu'est-ce que fait Roger Penrose, le père de la théorie de la conscience quantique? Lui, il trouve l'information quantique, l'information de la conscience, dans l'infiniment petit. Il zoome sur l'espace, et il s'aperçoit qu'à un moment donné, l'espace, il fluctue. Mais pourquoi c'est possible? Comment c'est possible qu'un espace fluctue alors que l'espace, il est complètement vide? Parce que l'espace n'est pas de l'espace. Parce que l'espace, c'est la conscience. Et l'information de la conscience, elle est dans l'infiniment petit. L'information de la conscience, elle correspond à des vibrations infiniment petites qui sont de l'ordre de bon, peut-être pas si petites que ça, mais de l'ordre de la constante de Planck. Disons que d'une manière générale, on peut considérer que l'information de la conscience, c'est-à-dire de l'espace, est présente à une échelle qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Bon, personnellement, je pense que ça peut monter même à 10 moins 16 et plus, ce qui pourrait expliquer certains phénomènes parapsychologiques absolument incroyables. Mais d'une manière générale, on peut considérer que la conscience, elle est présente à cette échelle, et à cette échelle, on ne peut pas parler d'espace, parce que l'espace n'est pas construit. Comme je vous ai expliqué, l'espace et le temps sont des constructions. Et d'ailleurs, il y a un physicien qui s'appelle, j'ai oublié de le dire, Carlo Rovelli, qui est le père d'une théorie de la gravité quantique. La gravité quantique, c'est les fluctuations de l'espace. C'est l'étude des fluctuations de l'espace dans l'infiniment petit. Et il nous dit que l'espace et le temps sont émergents. C'est-à-dire que ce que je vous dis, en vous disant que l'espace et le temps n'existent pas, c'est exactement la même chose. Il n'existe pas d'espace fondamental. Cet espace, c'est la conscience, et l'information de la conscience, c'est ce qu'on appelle la gravité quantique, c'est-à-dire les fluctuations quantiques de l'espace, que l'on peut aussi considérer comme les vibrations du vide, parce que comme on a compris que l'espace n'existe pas, on ne devrait pas utiliser le même mot pour parler de l'espace et pour parler du vide. Donc je vous propose de considérer maintenant que le vide et l'espace sont différents. L'espace est issu d'une construction collective.
selon la théorie d'un grand physicien. Le vide est directement allié à la conscience. Les vibrations du vide sont l'information de la conscience, ce sont les vibrations de la conscience. Et là, j'ai la clé de l'influence de la conscience sur le futur. Parce que j'ai passé des années et des années et des années de ma carrière au CNRS à faire des calculs de billard, complètement fous. J'ai fait des calculs de milliards de billard, poussés, hyper poussés, avec des algorithmes ultra rapides, pour arriver à quantifier ce qu'on appelle le multivers d'un billard. Bon, je vous passe les détails. Comme l'information physique dans l'univers est limitée, comme l'espace n'existe pas, il existe, d'ailleurs c'est la conscience de Planck, une limite en dessous de laquelle on ne peut pas trouver assez de précision pour continuer pour parler de nombres réels. Les nombres réels, ce sont des nombres qui sont censés, par exemple, localiser un objet dans l'espace et qui sont censés avoir une précision illimitée, mais ceci n'existe pas. Même le grand physicien Nicolas Gisin dit qu'on devrait utiliser de nombres réels qui ont le droit d'avoir, mettons, une dizaine de décimales, et après, c'est du hasard. Et donc, en fait, ça veut dire, après, c'est du vide, c'est-à-dire des fluctuations du vide, c'est-à-dire de la conscience. Et donc, en faisant ces calculs de billard, je me suis rendu compte que mes boules de billard, elles finissaient par avoir des trajectoires multiples et on pouvait finir par choisir les coups finales du billard. C'est pas quelque chose qu'on croit. On nous enseigne à l'école exactement le contraire. Et c'est parce que les ordinateurs font des calculs qui deviennent faux au bout d'un certain temps. Donc moi, j'ai fait des calculs qui sont capables de déterminer quand est-ce que je deviens faux. Ça devrait être inscrit dans l'architecture des ordinateurs. Attendez, parce que si vous voulez, quand vous faites des calculs des opérations des multiplications, des divisions, on ne tient jamais compte de la limite de précision des nombres. Et si on en tenait compte, on serait obligé d'arrêter le calcul à bout d'un certain temps. Parce qu'on va dire à l'ordinateur, attention, là tu vas chercher de l'information qui n'existe pas. Bon, j'ai tenu compte de ça, et je me suis aperçu qu'il n'y a pas de déterminisme dans le billard. Le billard est chaotique, c'était déjà connu, mais il fallait aller plus loin et montrer qu'au bout d'un certain temps, le billard devient carrément quantique. C'est-à-dire, les boules sont partout à la fois. Aucune loi physique ne permet de continuer de définir la trajectoire d'une boule de billard. Il n'y a pas de loi physique, elles ne sont pas capables de déterminer. Parce que au bout d'un certain temps, c'est le vide qui influe sur la réalité. Et donc, c'est les fluctuations du vide. Alors, les physiciens vont dire, mais vous oubliez le phénomène de décohérence. Mais le phénomène de décohérence, il a lieu dans le présent. Or, le futur, il se prépare avant d'entrer dans le présent. Or, lorsqu'il se prépare, il est multiple. Et qu'est-ce qui influe sur, finalement, la trajectoire d'une boule de billard dans le futur? Ce sont les vibrations du vide, c'est-à-dire c'est la conscience. Vous pouvez essayer d'imaginer ça en considérant que votre vie est comme une espèce de trajectoire, un tunnel invisible qui flotte sur un océan. Si cet océan était gelé, il ne bougerait pas, votre futur serait parfaitement déterminé. Mais comme cet océan, il est rempli de vagues, eh bien, votre trajectoire de vie, elle fluctue. Et donc, la conscience a une influence sur votre futur lointain. Des fois, ça peut être proche, mais d'une manière générale, la conscience a une influence sur le futur lointain. Vos rêves, vos intentions, vos émotions, construisent la réalité. Vos émotions et vos pensées construisent, on va dire, des fragments de réalité potentielle dans le tout quantique du futur lointain. Et puis, il y a un mécanisme qui fait que petit à petit, ça s'agrège et ça finit par atterrir dans le présent. Et je vais aller un peu plus loin, parce qu'on pourrait m'objecter à ça que oui, mais ma conscience, pourquoi elle influerait sur ma ligne à moi et pas sur celle de quelqu'un d'autre? Et il faudrait que chaque conscience ait le moyen de
de n'agir que sur sa ligne de temps à lui. Eh bien, les mathématiques, la physique, à nouveau, nous fournit ce moyen-là. La théorie des cordes, qui n'est pas totalement vraie, mais là où elle est le plus fascinante et là où elle a une part de vérité, c'est dans le fait qu'elle est capable de retrouver tout le bestiaire des particules élémentaires simplement à l'aide de vibrations élémentaires. Et donc, et en plus, elle nous instruit de ceci qui est fondamental, c'est que notre univers n'est pas un univers unique, mais un univers multiple. La théorie des cordes, elle est déterministe, mais elle part pour déterminer un univers d'un certain type de vibration de l'espace. On appelle ça les vibrations de Calabi-Yau. Or, il existe 10 à la puissance 150, 1 avec 150 zéros derrière, univers possible dans la théorie des cordes, qui dépendent de la manière dont vous réglez les vibrations élémentaires. Donc, ça veut dire que dans la structure de l'espace, il y a le potentiel pour différencier 10 à la puissance 150 consciences différentes. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. On peut inclure tous les extraterrestres, même si les planètes sont toutes habitées. Bon. Et donc, pour finir, vous avez donc une explication rationnelle. Elle est spéculative. Elle n'est pas démontrée. Elle est spéculative. Je vous demande pas d'y croire. Enfin, disons que moi, je sais que le phénomène que je cherche à expliquer, il existe. Donc, je suis obligé de trouver une explication. Ben, j'ai trouvé cette explication. Ben, on n'est pas obligé d'y croire. Bon, il suffit de dire, ben, ce phénomène n'existe pas. Donc, je suis victime d'une illusion. Donc, vous choisissez votre camp. Donc, pour finir, je vais vous dire l'essentiel de ce qu'il faut retenir, parce que c'est pratique pour vous, c'est important pour votre vie. Et que là, j'ai pas le temps de tout développer, j'ai pas le temps de développer les différents niveaux de la conscience, j'ai pas le temps de développer les aspects psychologiques, la différence et le soi et le moi, pourquoi nous avons une âme, etc. J'ai développé ça dans ma précédente conférence. Et donc, je vais vous résumer l'essentiel. C'est que de ce qui intervient dans la construction de votre futur, déjà comprendre que nous sommes d'une manière générale totalement conditionnés. Nous sommes conditionnés par notre cerveau, bien sûr, nous sommes conditionnés par nos croyances, nous sommes conditionnés par nos jugements, et nous sommes conditionnés par notre ego. La conscience, en plus, elle a vraiment ces trois aspects. Hein. Elle a un aspect énergétique qui est lié à ce qui est conscient, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la conscience, il y a l'inconscient, il y a toute votre mémoire. Vous savez ce que vous avez fait dans votre vie passée, mais ça ne ressurgit pas dans l'instant présent. Mais ça correspond à une totalité qui est votre conscience. Et dans cette conscience, donc, il y a la conscience du temps présent, qui correspond à l'ego. Il y a, c'est-à-dire à la face émergée de l'iceberg de la conscience. Il y a le mental, qui inclut tout l'inconscient et qui correspond à votre système de croyance. Et il y a l'émotionnel, qui aussi fonctionne avec tout son inconscient et qui induit votre système de jugement. Tout cela, ce sont des conditionnements. Si vous suivez cela, vous ne pouvez pas produire de synchronicité, vous ne pouvez pas faire de magie dans votre vie, vous ne pouvez pas être créatif, vous ne pouvez pas réaliser votre meilleur futur. Vous n'avez plus qu'à demander de l'aide à je sais pas qui. Pour échapper à ce conditionnement, il faut lâcher prise. Le lâcher prise, c'est empêcher le mental de vous imposer son système de croyance. C'est difficile. Et il faut aussi avoir confiance. C'est difficile. Avoir confiance, ça vous empêche, ça empêche votre système de jugement d'imposer une décision, par exemple. Donc, vous avez confiance. Avoir confiance en vous, essentiellement, bien sûr. Je rentre pas dans les détails. Et se détacher.
se détacher de l'image qu'on a de soi-même. L'image qui est construite par l'ego ne correspond pas nécessairement à la réalité de qui vous êtes. Et en général, on la construit pour se protéger des sollicitations sociales, pour conserver une image sociale, etc. Et il faut s'en détacher. Donc si vous cultivez le détachement, le lâcher-prise et la confiance, là, automatiquement, vous allez solliciter, vous allez recevoir l'information sur qui vous êtes. Vous allez comprendre, vous allez sentir ce sera automatique. Hein, aucun mental ne doit intervenir dans cette affaire. Confiance, détachement, lâcher prise fait arriver automatiquement, et aussi je devrais aussi parler du déconditionnement physique, parce que c'est évident que si on est malade, c'est plus difficile. Ou si on a différents problèmes qui sont plus d'ordre physique, là aussi c'est difficile. Donc il y a 4 sources de conditionnement. La méditation peut vous permettre de vous débarrasser de beaucoup de conditionnements. Aller dans la nature, faire de la randonnée, peut vous permettre de vous débarrasser de beaucoup de conditionnements. Dans tous les cas, c'est pas immédiat. Ça peut être un long processus. Si vous avez l'habitude, ça peut aller beaucoup plus vite. Et vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, à un moment donné, complètement imprévu, ça y est, vous ressentez qui vous êtes, vous ressentez la joie d'exister, et en même temps que cette joie d'exister vous ramène une intention, vous ramène une idée de qui vous êtes, vous ramène une envie de réaliser quelque chose, vous ramène une envie d'être, de faire, et vous n'arrivez pas à l'expliquer rationnellement, vous sentez que vous êtes cela. Et à ce moment-là, si vous conservez cette intention qui est en train de germer, et que vous y croyez, même si ça paraît impossible, si vous avez la foi, ça y est, je sais que je suis aligné avec qui je suis lorsque je décide de faire ça. C'est moi qui vis, c'est moi qui m'exprime, c'est mon vrai moi qui s'exprime lorsque je décide de faire ça. Ça a l'air d'être dangereux, mes amis vont me prendre pour, vous voyez, vous pouvez avoir des résistances, des obstacles, mais vous avez le ressenti de cette souveraineté intérieure. C'est cette souveraineté intérieure-là, avec la foi qui l'accompagne, qui est magique. C'est cette souveraineté intérieure-là qui crée votre meilleur futur, celui que vous avez intentionné. Voilà. Cela est validé par la signature de la joie. Voilà. Je pourrais aller plus loin en parlant aussi un peu de l'amour, mais c'est à peu près quelque chose qui est aussi de l'ordre de la joie. L'amour s'inscrit plus dans l'action, mais ce qu'il faut retenir de cette conférence et qui rejoint totalement la philosophie de Spinoza, c'est que c'est après, il ne s'agit pas de rechercher la joie. Si vous recherchez la joie par le mental, si vous recherchez la joie en oubliant que vous êtes conditionné, ça va pas marcher. Vous risquez de vous leurrer, d'accord? Donc il s'agit vraiment, j'insiste beaucoup sur la nécessité du déconditionnement. Et ensuite, ça vient tout seul. Et après, si une intention de vous réaliser d'une certaine manière vous vient et qu'elle est validée par la joie, c'est la bonne. Voilà, je vous remercie.